je suis Clément Méric et vous écoutez Bourbon Hebdo, le podcast de la rédaction d'LCP qui vous fait revivre l'actualité de la semaine et vous dévoile les coulisses de l'Assemblée. La séance est ouverte. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bourbon Hebdo. Au sommaire cette semaine, la question que tout le monde se pose, y aura-t-il une majorité pour voter le budget ou plutôt les budgets, budget de l'État, budget de la sécurité sociale? Des jeunes filles voilées dans les tribunes de l'Assemblée, c'est la polémique de la semaine, mais que dit exactement le règlement de l'Assemblée ? Enfin, elle se dit écœurée par la politique. La députée Christelle Pétex a démissionné de son mandat cette semaine. Est-ce qu'il s'agit d'un cas isolé ou est-ce que c'est le symptôme d'un mal plus profond? On va en discuter dans un instant. Et puis, à la fin de ce podcast, on se posera cette question. Est-ce qu'il faut mettre les députés à la diète, à la buvette de l'Assemblée? Les écologistes veulent interdire la vente d'alcool au Palais Bourbon. On verra que ce n'est pas une simple tempête dans un verre d'eau. Voilà pour le sommaire. Et pour nous éclairer sur cette actualité, on est aujourd'hui avec Elsa Mondingava, Marco Pommier et Stéphanie Despierres. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors Elsa, tu présentes l'émission qui est consacrée aux questions au gouvernement. Sur notre antenne, sur LCP, c'est tous les mardis et tous les mercredis. Exactement. Et Marco et Stéphanie, vous intervenez régulièrement dans cette émission et également dans celle d'Adeline François. Chaque voix compte, ça c'est tous les soirs du mardi au vendredi à 19h30. On commence donc avec cette nouvelle mise en garde dans le débat budgétaire. Nous censurons tout gouvernement qui procédera aux ordonnances. Donc je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas d'ordonnance. Il faut que l'Assemblée délibère et c'est ce que nous souhaitons. Alors, on se souvient de l'ultimatum des socialistes qui a expiré la semaine dernière. C'était sur la taxation des ultra-riches. Cette fois, la mise en garde du socialiste Philippe Brun qu'on vient d'entendre, elle est plus lointaine. On a l'impression que les socialistes repoussent un peu sans fin le fameux moment de vérité sur le budget, sur les budgets, parce qu'il y a aussi le budget de la sécurité sociale. Comment est-ce qu'il faut comprendre cela ? Oui, on voit que cette question des ordonnances, il y a beaucoup de députés qui en parlent. C'est-à-dire que dans ces deux budgets, celui de l'État et celui de la sécurité sociale, il y a des délais constitutionnels. Et si l'Assemblée ne s'est pas prononcée au bout de ces délais, le gouvernement peut agir par ordonnance. Ce que certains députés renomment un peu le super 49.3. Sébastien Lecornu a dit « j'utilise pas le 49.3 », mais il a toujours cet article de la Constitution qui lui permettrait d'imposer un budget sans que les députés aient pu finir l'examen. Donc cette question des ordonnances, elle se pose pour le budget de la sécurité sociale autour de la mi-décembre, pour celui de l'État autour du 23 décembre. Et la nouvelle menace, si je puis dire, des socialistes, c'est de dire maintenant la censure, elle est sur cette question des ordonnances. Elle n'est plus tellement sur le fond des textes, puisqu'on voit qu'en fait, ils avaient dit s'il n'y a pas de taxation sur les hauts patrimoines, on censure, etc. Et en fait, on voit bien qu'ils continuent à négocier. Donc peut-être que ça permet aussi de se donner un peu d'air en disant voilà, on ne va pas nous demander tous les jours est-ce que si vous n'avez pas ça, vous censurez, est-ce que si vous n'avez pas ça, vous censurez, mais on garde un peu une menace à la fin. Stéphanie ? Oui, les socialistes se sont rendus compte que c'était un peu compliqué de faire comprendre aux gens que sur telle mesure, ils allaient censurer. Et en fait, la taxe Zuckman, ils ont été battus et finalement, ils ne censurent pas. Ils ont mis le doigt dans des négociations. Et donc, c'est une période d'entre-deux où il est très difficile pour eux d'en sortir ou, à l'inverse, de censurer. Parce que des deux côtés, on pourrait leur reprocher en disant voilà, vous avez commencé la négociation, vous attendez même pas d'être au bout pour censurer, et inversement. Donc là, ils sont dans une position un peu d'attente d'entre-deux. Donc ils ont changé de stratégie en cours de route un peu ? Oui, un peu. Et puis, franchement, nous, tous les 2 jours, on a la cote de la censure qui remonte au groupe socialiste, et puis 2 jours après, elle redescend. Et il y a tout un tas de paramètres qui sont des discussions budgétaires précises, mais aussi comment ils ont été reçus le week-end dans leur circonscription. Enfin, il y a tout un tas de paramètres extérieurs qui jouent. Et c'est là que la partition des socialistes est un peu compliquée à suivre et un peu compliquée à comprendre. Est-ce qu'il y en a parmi les députés PS qui disent ça suffit, là on en a marre, on n'obtient pas ce qu'on veut, il faut censurer maintenant ? Oui, il y en a certains qui sont sur cette ligne-là, qui le communiquent. On rappelle que certains avaient voté la censure même quand la consigne du groupe était de ne pas le faire. Moi, il y a une députée insoumise qui me disait, en fait, là, ils se sont mis dans la seringue et ils ne savent plus tellement comment en sortir. Et c'est vrai que le risque pour le Parti socialiste, c'est de tout perdre. Là, c'est-à-dire que soit ils sont accusés de trahison par une autre partie de la gauche et ils le resteront, peu importe s'ils changent d'avis, etc. Donc, ils peuvent à la fois perdre le gain qu'ils ont obtenu en essayant de se décrocher d'une partie de la gauche, et en même temps, toutes les petites victoires qu'ils ont essayé de grappiller, tout ça s'écroule si le gouvernement est censuré. Donc là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils cherchent, et on a l'impression surtout d'un Olivier Faure, je trouve, premier secrétaire du Parti socialiste, qui, on l'a beaucoup lu, entretient une relation assez privilégiée avec le Premier ministre,
qui, lui, est vraiment sur une ligne de continuer dans le compromis. Et en tout cas, son groupe, pour l'instant, le suit. Et il ne faut pas oublier qu'on est au début, en fait, de la discussion budgétaire, même si ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. Et du coup, voilà, les victoires ou les défaites des socialistes, ça va aussi évoluer. Il y a le Sénat qui va probablement beaucoup retoucher ce budget-là. Donc, l'histoire n'est pas finie et le PS n'a pas intérêt non plus à couper l'histoire, à mon avis, avant qu'on en ait un peu le paysage global. Alors ce débat budgétaire, il crée aussi des tensions dans le camp d'Emmanuel Macron. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a participé à la réunion du groupe Ensemble pour la République mardi à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il s'est dit lors de cette réunion ? Alors, il est un peu venu rassurer ses troupes, parce que vous savez que Ensemble pour la République s'inquiète quand même de toutes les taxes, de tous les nouveaux impôts qui ont été votés. Donc, il est venu les rassurer en leur disant on ne mettra pas l'économie par terre. Il y a des sujets sur lesquels on fera des compromis, mais pas sur d'autres. Il a aussi dit que voilà, le texte c'est là encore la première lecture, donc le texte va continuer d'évoluer. Et puis, il leur a aussi demandé de soutenir les compromis faits par le gouvernement. Vous devez accompagner les compromis proposés par le gouvernement, a-t-il donc dit aux députés Ensemble pour la République. Et il leur a demandé de ne pas être source de désordre, parce que le problème qu'on voit arriver, c'est que sur les points où le gouvernement a un compromis avec les socialistes, eh bien, par moment, il va manquer des troupes dans l'hémicycle au Premier ministre pour soutenir ce compromis-là. Et la grande question, elle porte sur la suspension de la réforme des retraites. C'est le point central pour les socialistes. Ça va être discuté quand exactement ? Alors déjà, ça ne sera discuté que si la partie recette est votée. Du budget de la sécurité sociale, c'est ce qui est débattu en ce moment. Voilà, puisque ça fait partie des dépenses, et à l'Assemblée, on ne discute des dépenses que si on adopte la partie recette. Il faut déjà convaincre les macronistes de voter ce volet-là. Voilà, les macronistes ou une autre majorité quelconque. Mais déjà, ça, c'est une première étape importante. Ensuite, il a été question, lors de la conférence des présidents, de dire on va peut-être inscrire ce débat le mercredi 12 à 15h, c'est-à-dire le délai constitutionnel finit à minuit le mercredi 12, comme ça, on l'inscrit en point fixe à l'ordre du jour pour être sûr de pouvoir débattre du sujet, quand bien même on ne serait pas arrivé à ce thème-là. Donc ça fait déjà beaucoup de si. Et pour être sûr qu'il y ait du monde dans l'hémicycle, parce qu'il y en aura beaucoup plus le mercredi après-midi que le week-end, par exemple. Exactement. Et maintenant, sur ce que vont faire les macronistes, lors de la réunion du groupe, Sébastien Lecornu leur a clairement fait comprendre qu'il souhaiterait qu'ils s'abstiennent. Et c'est vrai qu'au sein du groupe, certains disent que ça peut être beaucoup disent qu'il faut qu'on ait une position de groupe. Il y en a qui sont pour la suspension de la réforme des retraites au nom du compromis. Il y en a qui sont contre au nom de le fait de l'avoir défendu, d'avoir même perdu des plumes sur cette réforme des retraites-là. Donc certains disent la position d'équilibre et de compromis au sein du groupe, ce serait de dire on s'abstient tous, comme ça, c'est ni pour ni contre, mais on permet de continuer le débat sans l'empêcher. Ça, c'est pas encore tout à fait abouti. Il faut encore, je pense, des marges de négociation. Je crois que Gabriel Attal est plutôt favorable à cette solution-là. Et le moment de vérité, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir peut-être une abstention au sein du bloc central, on peut avoir des votes contre, des insoumis, qui eux sont pour l'abrogation, donc ne veulent pas de suspension. Et puis si ça peut embêter les socialistes un peu, ça leur va bien aussi. Et le Rassemblement national là-dessus ? Et le Rassemblement national qui pour l'instant a une position de dire oui, nous on est favorable, même si c'est une fausse suspension, etc. Voilà. Mais c'est vrai que ce vote-là va être une constellation intéressante. La pression va monter d'ici à mercredi. S'il n'y a pas de majorité sur le vote global du budget de l'État, du budget de la sécurité sociale, quels seront les scénarios ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a la possibilité d'ordonnance, si vraiment au bout des délais, le Parlement ne s'est pas prononcé. Si le gouvernement, Lecornu chute, parce que qui dit ordonnance, le PS l'a dit, il y aura censure, donc là, le gouvernement Lecornu peut tomber. Il peut, avant de tomber, éventuellement déposer une loi spéciale, comme ça avait été le cas l'année dernière, ou après être tombé pour que, c'est un budget à minima qui gèle, en fait, qui reprend celui de l'année d'avant et qui gèle tout. Donc il y a quand même des solutions de repli, mais tout dépend aussi à quel moment on arrive. Est-ce que le problème vient de l'expiration des délais? Ce qui est encore plus compliqué, en revanche, c'est si l'Assemblée arrive au bout, si on arrive au bout du processus, mais que le budget est rejeté. Là, c'est encore plus compliqué, parce que ça veut dire que... en théorie, on ne peut pas utiliser les ordonnances puisque le Parlement s'est prononcé. On peut éventuellement faire une loi spéciale, ça on pense qu'elle passerait quand même comme l'année dernière, mais ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de budget, donc il faudra de toute façon recommencer. Et c'est vrai que là se pose la fameuse question du 49.3 et de son abandon par Sébastien Lecornu, c'est que personne
tous bords confondus, ne voient très bien comment tout ça peut finir sans 49.3, si bien que certains imaginent peut-être que le 49.3 finirait par être réclamé par certains députés en disant... On vous autorise sur la dernière lecture, parce qu'il faut bien rappeler à tout le monde qu'on est en première lecture, tout ce qui est adopté à l'Assemblée n'est qu'en première lecture, c'est pas gravé dans le marbre, il y a le Sénat derrière, la commission mixte paritaire, etc. Mais certains s'imaginent que les députés finiraient peut-être par réclamer un 49.3 au gouvernement en lui disant, promis derrière, on ne vous censure pas. Et pour l'instant, Sébastien Lecornu dit ni ordonnance, ni 49.3, ni loi spéciale, on discute. On n'en est pas là. On va passer à notre deuxième thème de ce Bourbon Hebdo. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Alors, l'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Une ouverture de séance ordinaire ce mercredi par Yaël Braun-Pivet. Pas d'incident pendant cette séance de questions au gouvernement, sauf que, eh bien, quelques heures plus tard, certains députés se sont émus de la présence de jeunes élèves portant le voile dans les tribunes du public. C'est le Rassemblement national qui a été le premier à réagir. Hein. Oui, c'est le Rassemblement national qui a été le premier à réagir. C'est le député Eddy Casterman, justement, qui a réagi, qui a pris une photo dans l'hémicycle et qui a ensuite été rapidement reposté par le média d'extrême droite Frontières. C'est ensuite Julien Audoul, autre député RN, qui a aussi réagi sur les réseaux sociaux pour faire part de leur consternation. Et dans la foulée, alors plutôt en début de soirée, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, a réagi pour dire tout simplement que c'était inacceptable, selon elle, que des jeunes filles puissent être voilées dans l'hémicycle. Et ce qui a choqué aussi une partie des députés, c'est que certaines de ces jeunes filles avaient 9 et 10 ans. Et ils estimaient que ça n'avait pas sa place dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, dans la maison des députés. Et la réaction de Yaël Braun-Pivet n'a pas plu à tout le monde, notamment du côté des Insoumis. Hein. Ça n'a pas plu du tout du côté des Insoumis. Ils sont rapidement tombés sur Yaël Braun-Pivet par la voix d'Éric Coquerel, président de la Commission des Finances. Mathilde Panot, aussi la présidente du groupe, a fait un tweet dans la journée d'hier. Ils ont estimé tout simplement que les propos d'Yaël Braun-Pivet, ils étaient gravissimes, voire islamophobes. Et ça ne leur a pas du tout plu. Effectivement, ils lui sont tombés dessus très rapidement. Il y a eu une réaction plus embarrassée, celle-là, c'est celle de Marc Fesneau. Oui, puisque c'était lui, c'était des élèves de sa circonscription qui avaient demandé à pouvoir visiter l'Assemblée. Donc il a dit que voilà, c'était son équipe qui avait organisé cette visite. Marc Fesneau, président du groupe Modem à l'Assemblée. Président du groupe Modem, tout à fait, qui n'était pas présent ce jour-là, qui était retenu en circonscription, qui dit à la fois qu'il comprend les mois que ça a pu causer, qu'en même temps il rappelle que ces jeunes élèves étaient dans un établissement privé. Donc dans les établissements privés, il n'y a pas la loi qui interdit les signes ostentatoires religieux pour les mineurs. Donc voilà, il dit beaucoup de choses. Il dit aussi que l'Assemblée, le règlement est peut-être pas forcément clair là-dessus. Alors c'est justement le point auquel je voulais arriver. Que dit précisément le règlement de l'Assemblée là-dessus? Alors Stéphanie? en fait, c'est assez vague. Il dit que pour le public, il faut qu'il ait une tenue correcte, qu'il se tienne assis, découvert et en silence. Donc le service de presse avait répondu à d'autres occasions que voilà, c'est pas en soi interdit, que découvert, c'est pas forcément juste lié aux cheveux, que c'est peut-être un terme un peu ancien. Ce qui est sûr, c'est que pour les députés, c'est interdit d'avoir des signes religieux dans l'hémicycle, mais il y a une espèce de flou sur le public. Un grand flou même, parce qu'il n'y a pas de précision vraiment sur le fait de porter des signes religieux quand on est dans le public de l'Assemblée. Contrairement aux Sénat, députés, ça a été précisé. Au Sénat, ça a été précisé, c'est pas le cas à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai qu'Elsa le disait, cet établissement, c'était un établissement musulman confessionnel hors contrat, privé, et donc la loi sur la laïcité ne s'applique pas. Alors que pourtant Yaël Braun-Pivet a fait référence à la loi sur la laïcité, celle de 2004. Mais pour le coup, là, on n'était pas dans les mêmes domaines, quoi. Est-ce qu'une règle claire a été fixée pour l'avenir ? À ce stade, je ne crois pas. Et Marc Fesneau, le président du groupe Modem, a appelé justement à préciser cet article 8, peut-être pour intégrer l'idée qu'il ne faut pas mettre de signes religieux ostentatoires dans l'hémicycle quand on vient en tant que public. Qu'il est très compliqué de modifier, donc là c'est pas le règlement de l'Assemblée, c'est l'instruction générale du bureau, etc. C'est très très compliqué de trouver des majorités un peu consensuelles en ce moment. Donc là le nouveau Front Populaire n'est plus majoritaire au bureau, il y a eu un rééquilibrage, peut-être que ce sera mis à l'agenda du prochain bureau, mais en tout cas ça pourra donner des débats assez explosifs et éruptifs. Troisième sujet d'actualité dans la semaine, cette députée qui a démissionné de son mandat. Il s'agit de Christelle Pétex, qui faisait partie du groupe de la droite républicaine. Ce qui peut surprendre, ce sont les raisons invoquées.
Oui, elle l'a dit dans un communiqué qui a été publié hier. Elle dénonçait le trop de critiques, le trop d'attaques, les tentatives de dissuasion, les menaces. Elle déplorait aussi trop de politiques politiciennes qui l'auraient écœurée, épuisée. En tout cas, c'est ce qu'elle dit dans son communiqué. C'est vrai que ça a un peu surpris parce que c'est rare quand même qu'une élue puisse avoir un tel témoignage et s'ouvrir. Elle se dit écœurée. Elle se dit écœurée. Écœurée par la politique. Elle se dit écœurée. Alors visiblement, il s'agissait plus quand même de dissuasion, d'attaque au niveau local parce qu'elle était aussi conseillère départementale. Donc elle démissionne de son mandat de députée et de son mandat de conseillère départementale. Et visiblement, les critiques concernaient davantage le niveau local. Et est-ce que son ras-le-bol, c'est un cas isolé ou est-ce qu'elle exprime tout haut ce que beaucoup de députés peuvent ressentir sans en parler publiquement ? Alors, il y a des degrés, il y a le degré de l'attaque, etc. On a beaucoup parlé du blues des députés qui, là, était plutôt cet hiver, sur le fait après la dissolution, sur le fait qu'il se passait pas grand-chose à l'Assemblée, qu'ils avaient l'impression de servir à rien. Donc, c'est des problématiques qui reviennent régulièrement. Et puis, il faut le dire, le climat politique, que ce soit à l'Assemblée nationale ou ailleurs, est quand même assez tendu. Donc, il y a beaucoup de députés qui disent, notamment des députés un peu âgés. Moi, j'ai une députée de droite qui m'a dit, mais je ne sais pas si je me représente. C'est compliqué, on est quand même très attaqué, notre travail est très décrié, donc il y a forcément un peu des doutes. Et puis, voilà, il y en a qui me disent, on se fait engueuler en permanence. La réforme des retraites avait quand même un peu laissé des traces. Il y en a qui ont été beaucoup échaudés par ça, par la violence des attaques, par les lettres qu'ils reçoivent, les permanences taguées. Et si on remonte un peu plus loin, il y a des députés aussi. Je vous rappelle qu'en 2018, il y a une députée macroniste qui a vu sa voiture brûler. Alors ça, c'était au moment des Gilets jaunes. On n'est pas revenu à ce degré paroxystique ces dernières années, mais c'est des choses qui jouent un peu sur l'envie des gens d'être députés ou d'y rester. Dernier thème de ce Bourbon Hebdo, un rapport parlementaire dont une proposition a beaucoup fait réagir cette semaine. Mais il faut arrêter l'antiparlementarisme. Vous avez un rapport qui est bien plus conséquent avec beaucoup d'autres mesures. Et là, on va s'arrêter sur la mesure les députés sont alcooliques à nos frais. Si vous annualisez 100 000 € sur l'année, ça fait 3 verres de vin par député par mois. Ça reste, on va dire, quelque chose qu'il faut relativiser. Alors, qu'est-ce qui met en colère comme ça le député socialiste Arthur Delaporte ? C'est la proposition de son collègue écologiste Emmanuel Duplessis. Dans un rapport parlementaire, donc, il préconise d'interdire la vente d'alcool à la buvette de l'Assemblée. Alors, c'est un sujet qui peut paraître léger comme ça, mais qui soulève des questions très sérieuses. D'abord, au-delà d'Arthur Delaporte, comment est-ce que ça réagit sur ce sujet chez les députés ? C'est assez varié, en fait. Donc, on a eu Frédéric Falcon du RN qui a dénoncé cette mesure en disant que c'était une mesure d'inspiration islamiste. Il y a beaucoup de députés qui ont minimisé en disant il y a de l'alcool à l'Assemblée, il y a aussi des gens alcooliques dans la société, il y a de l'alcool au travail, etc. Et on l'a entendu, qui sont un peu sur la ligne d'Arthur Delaporte, le socialiste, qui dit en fait, on a quand même d'autres problèmes dans le pays, c'est peut-être pas la peine de se focaliser là-dessus. Il y a, c'est vrai, des questionnements, notamment sur la séance qu'on appelle la séance du soir, donc celle qui est de 21h30 à minuit, où on explique parfois le regain de tension, alors par la fatigue de la fin de journée, mais parce qu'aussi, parfois, que ce soit à la buvette de l'Assemblée ou que ce soit dans les restaurants alentours, certains peuvent boire un peu d'alcool. C'est vrai que on nous a parfois expliqué que des altercations dans l'Assemblée, des prises de position assez franches, voire même des débuts de bagarres, il y en a, c'est très rare, mais ça a pu exister, peuvent parfois être liés à une consommation d'alcool, justement, sur cette séance-là. Il y en avait même qui avaient proposé, plutôt que d'interdire notamment l'alcool, en disant le problème, c'est qu'on ne devrait pas siéger de 21h30 à minuit, ce pas des horaires pour siéger, etc. Mais c'est vrai que c'est une question qui revient, je trouve qu'elle revenait un peu moins ces derniers temps. On en avait beaucoup parlé au moment de la réforme des retraites. Quand ils siègent beaucoup sur des moments de débat très intenses. Moi, ça m'est arrivé de croiser des députés aux 4 colonnes sur les séances du soir, qui, à mon avis, en effet, avaient un peu trop levé le coude à la buvette. Ça, il ne faut pas se le cacher. Mais beaucoup disent c'est pas parce que certains débordent qu'il faut interdire à tout le monde. Et des députés me faisaient remarquer aussi qu'il y a, semble-t-il, pas mal de consommation d'alcool dans les bureaux de l'Assemblée et pas seulement à la buvette. Moi, j'ai le souvenir qu'en 2017, tout le monde avait dit c'est étonnant, ces nouveaux députés qui arrivent avec Emmanuel Macron, ils ne boivent plus d'alcool. Mais ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'estime qu'il y a beaucoup moins de consommation d'alcool à l'Assemblée. Il faudrait regarder les chiffres, je ne les ai pas. Mais il y a eu un vrai renouvellement de génération et les plus jeunes, ils boivent moins. Quand vous déjeunez la plupart du temps avec un député macroniste, le repas, c'est du coca. Et très clairement, moi, je l'ai vu, ce renouvellement de génération, je pense qu'il y a quand même moins de consommation d'alcool à l'Assemblée. Alors après, ça ne veut pas dire, c'est comme dans la société, c'est pas parce que vous en consommez moins raisonnablement
peut-être qu'en moyenne, on en consomme moins, mais que ceux qui en consomment trop dans des dimensions qui dépassent les bornes. Et on précise quand même qu'en tant que journaliste parlementaire, nous, on ne peut pas aller dans la buvette qui est réservée vraiment aux seuls députés. Oui, et souvent on essaye de savoir ce qui s'y passe puisqu'on raconte des scènes parfois assez dingues à la buvette où on voit que différents groupes qui se détestent finalement parfois se parlent à la buvette ou alors se toisent, etc. C'est vraiment un lieu à l'Assemblée. On dit que parfois certains compromis ont pu être trouvés aussi à la buvette. Exactement, quand il y a un vote, parfois un ministre sabre le champagne à la buvette, etc. Mais c'est un lieu qui est vraiment caché, caché des journalistes. Dernier point quand même, Emmanuel Duplessis souligne que ce n'est pas seulement une question de santé publique, c'est aussi un sujet d'argent public. Oui, c'était aussi sur ce point-là. Je pense qu'il insistait beaucoup sur le fait que les députés pouvaient faire rembourser justement ces frais-là sur leurs frais, et que c'était ce qu'on appelle les frais de mandat. Exactement, et que c'était pas tout à fait que pour les frais de bouche, vraiment de nourriture, c'était normal, mais sur les frais d'alcool, peut-être qu'il faudrait ne pas pouvoir les rembourser, ce qui est une autre proposition. Que ce soit des frais liés à la buvette ou dans les restaurants autour pour les dire que l'alcool ne peut pas être remboursé que pendant les repas. Si l'alcool est pris pendant les repas, mais pas forcément en dehors des repas. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité de cette semaine. C'était riche et varié. Un grand merci à tous les trois. Merci. Bon week-end et à la semaine prochaine. La séance est levée.